Yaorana et Maeva sur ITFM, chers auditeurs, dans votre émission Tahiti Vibes, qui met à l'honneur tout ce qui peut s'inscrire dans un développement durable, une façon différente d'aborder peut-être aussi parfois la consommation. Et pour ce faire, aujourd'hui, nous allons accueillir Clément Bauer Yaorana. Yaorana. Tu es le fondateur. Donc tu as créé ta propre entreprise qui s'appelle Potager Permacole Tahiti. Oui, exactement. Avec une page Facebook du même nom. Est-ce que tu peux déjà te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît? Oui. Moi, je viens pas du tout du milieu. Je me suis formé en fait par moi-même, par les voyages. De manière autodidacte au début, aller voir un peu partout dans le monde en fait, visiter différentes fermes, différents acteurs dans le milieu, apprendre la manière de chacun de fonctionner. Une fois arrivé sur le Fénois, en fait, il y a peu de personnes ici qui s'y connaissent réellement. Je suis allé me former moi à Rayatea, où j'ai passé 4 mois et demi de formation chez 3 différents intervenants. Et j'essaie de renouveler tous les 6 mois, tous les 8 mois, retourner là-bas pour un mois, continuer à approfondir. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui t'a amené justement à t'intéresser et à en faire du coup ton métier? Pour moi, c'est quelque chose qui résonnait en moi depuis un moment, cette manière de cultiver, cette manière nouvelle en lien avec la nature autour de la permaculture. En fait, ce mot est pour moi important. C'est une nouvelle manière, mais qui s'inspire des anciennes traditions, mais dont on s'aperçoit que c'est simplement la meilleure technique en fait d'imiter la nature, de faire comme elle, et que c'est ce qui fonctionne le mieux, tout en la respectant. D'accord. Alors, c'est quoi les principes, on va dire incontournables, obligatoires peut-être, de la permaculture? Tout le monde sait, hein. Enfin, oui, tout le monde a une image. Tout le monde a une image. S'il y a un mot peut-être à retenir, c'est l'observation. Si c'est vraiment la seule notion à retenir, c'est ça, c'est observer ce qui se passe autour de chez nous, autour de nos forêts, de nos jungles, et essayer d'imiter chez nous. Après, voir et encore une fois, observer ce qui fonctionne chez nous, ce qui fonctionne pas, parce que d'un terrain à l'autre, il peut y avoir un peu plus de vent, un peu plus d'eau, etc. Et c'est vraiment l'observation le plus important, et imiter. C'est ce que j'allais dire. C'est ça. On est dans la limitation de ce que fait naturellement la nature. Exactement. Mais que toi, tu vas mettre en œuvre donc chez les gens, puisque c'est ça ton métier. Oui. Toi, tu vas les aider à créer leur potager, leur fa'apu en permaculture. Exactement. Moi, je propose en fait aux personnes qui n'ont pas forcément le temps de suivre des formations, de créer des potagers chez eux. Typiquement, deux personnes travaillant tous les jours avec 2 enfants, le week-end, ils vont pas avoir le temps d'aller se former, de travailler sur le potager. Donc moi, ce que je propose à ces personnes, c'est d'aller chez eux, d'installer un potager, de voir avec eux les fruits et les légumes qu'ils souhaitent, d'installer et de créer le potager. Ensuite, je fais l'implantation et le suivi sur plusieurs mois en fonction de leurs demandes, leurs besoins. Et en même temps de ce suivi, moi, j'essaie d'intervenir quand les personnes sont là afin de leur donner les petites clés pour que chez eux, au fur et à mesure, ils puissent pas leur jardinier. Non, l'objectif, c'est le but, c'est de transmettre un savoir et que au bout d'un moment, ils arrivent par eux-mêmes à gérer totalement leur potager. Alors, je suivais ta page Facebook et je vois que tu es intervenu à l'école élémentaire de la Mission. Oui, qui a été pour moi l'un des plus beaux chantiers que j'ai réalisé avec eux. Ils ont fait appel à moi 2 fois de suite. Pour des classes de CM1 en fait, créer des petits potagers on était parti sur une base de 2 mètres carrés de mémoire, pour 2 mètres carrés par classe, et en fait chaque classe avait son petit carré où ils venaient eux-mêmes planter après leurs fruits et légumes, et encore une fois voir ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas. Donc ils se sont aperçus très vite par exemple que les graines de salade de France ne fonctionnaient pas, mais les graines tradition un peu de leurs parents, que les parents avaient pu donner, fonctionnaient beaucoup mieux, et c'est déjà un petit apprentissage au fur et à mesure. Alors aujourd'hui, pourront peut-être pas être en autosuffisance, parce que oui, dans le principe des gens qui en font une façon de vivre et qui vont vers cette autosuffisance. Pour autant, aujourd'hui, pour quelqu'un qui aurait, je sais pas, utilisé une famille, par exemple, avec 2 enfants, qu'est-ce qu'il faut dédier comme place dans le jardin pour faire ce potager en permaculture? C'est très variable, ça dépend. Par exemple, un élément, si les 4 personnes sont végétariennes ou pas, ça change du tout au tout. Donc c'est vraiment très variable.
Mais on peut partir. Moi, ce que je fais en général pour une famille de 3-4 personnes, je pars sur 10 mètres carrés. Et en fonction de la consommation, en fait, on adapte. D'accord. Donc, on augmente si besoin. 10 mètres carrés, c'est un petit minimum pour pouvoir être autosuffisant. On en est loin. Le but est pas forcément là. Le but est de revenir un petit peu à ce que chacun puisse avoir chez soi des basiques, en fait, quelque chose pour pouvoir manger le midi sans forcément être dépendant des importations. On l'a énormément vécu et subi l'année dernière. C'est pouvoir s'en sortir et pouvoir manger tous les midis, par exemple, ou tous les soirs, avoir un repas par jour pour soi, sa famille. C'est un peu le but. Parler d'autosuffisance, c'est tout un concept, c'est beaucoup plus complexe à mettre en place, beaucoup plus de temps d'investissement. Là, c'est essayer de revenir un petit peu à ce que chacun ait son petit potager. On est tous capables d'avoir un petit potager chez soi et revenir à l'échange, revenir à des systèmes un peu plus basiques et simples et naturels. Alors aujourd'hui, on le sait, on a une terre particulière à Tahiti notamment. Qu'est-ce qui marche véritablement et qu'est-ce qui marche beaucoup moins bien? Tu disais, les graines qui viennent de l'extérieur, forcément, elles sont, on va dire, programmées, entre guillemets, pour une certaine terre, un certain environnement. Ici, à Tahiti, on a l'apport de l'air de l'océan. Qu'est-ce qui marche vraiment et qu'est-ce qui marche moins bien? Ici, on a des plantes traditions qui ont été un petit peu mise à l'écart, qu'on retrouve plus dans les commerces. Un exemple typique, ça va être le chou kanak, qui est une plante qui pousse extrêmement bien ici, mais qu'on ne trouvera jamais même dans les petits vendeurs locaux morts de route. J'en ai jamais vu pour ma part, c'est très rare. Il y a plein de plantes en fait qu'on a un peu oubliées, qu'on a laissées de côté. Et le but, c'est aussi de pouvoir recréer des graines paysannes. Donc moi, ça fait 1 an et demi que je travaille avec mon partenaire David Pinson pour essayer de recréer des graines un peu à notre manière, et au fur et à mesure des années, les entraîner pour qu'elles deviennent de plus en plus vivaces. C'est aussi ça le but. Il y a d'autres projets. Il y a un projet européen sur lequel la ferme Vaiuti Fresh à Raiatea travaille pour pouvoir implanter en Polynésie, dans le Pacifique, ça serait sûrement Fidji, un semencier pour le Pacifique. Donc un créateur de graines tradition, ce qui serait quand même parce que c'est vrai qu'avoir des graines de France qui sont censées résister à des températures entre 10 et 25 degrés ici, c'est aberrant en fait. Forcément ça ne marche pas. Au niveau d'humidité, ça entraîne beaucoup de dégâts. La chaleur, le sel, tu parlais effectivement des embruns, le sel, tout ça, ça joue énormément. Et le but étant d'habituer les plantes, et chaque année elles vont s'habituer, et du coup récupérer les graines et continuer comme ça. Et la qualité de l'eau avec laquelle on arrose les plantes, les plantations, j'imagine que dans l'absolu c'est bien de faire de la récupération de l'eau de pluie. On va dire que dans le cas où c'est pas faisable, est-ce que ça a un impact, et quel type d'impact pourrait avoir l'eau du robinet sur ces plantations? Là, moi je crée pas des infrastructures assez grande pour que ça puisse porter préjudice en fait, et que ça puisse être mesurable. Le but étant en fait en permaculture, le but étant de ne jamais arroser, sauf qu'il y a des endroits ici sur Tahiti, notamment Punauia, qui est parfois pendant des semaines et des semaines très peu touché par la pluie. Donc là, il est nécessaire d'arroser. Moi, typiquement, j'habite à Punauia et je vais arroser quand il ne pleut pas du tout. Je vais arroser 1 fois tous les 10 jours. Donc c'est très économe en eau. Le but du paillage, justement recréer ce qui se passe en forêt, c'est économiser l'eau, garder la terre humide. Le paillage est un principe de base en permaculture et qui sert justement à protéger nos ressources en eau. Alors toi, je le disais en début de cette émission, tu interviens pour créer au domicile des particuliers. On l'a vu aussi des écoles CFAAPU en permaculture. Concrètement, tu fournis tout. Ça se passe comment? Alors voilà, je suis intéressée. Je veux faire chez moi un petit FAAPU de permaculture. C'est exactement ça. En fait, moi, je suis obligé de vous visiter le lieu pour pouvoir faire un devis. Un exemple tout simple, si j'ai obligé de descendre 2 escaliers de 2 étages pour descendre de la terre ou du paillage, ça va être compliqué pour moi. Donc je suis obligé de visiter le lieu, ensuite je monte un devis gratuitement. On voit ensemble un peu ce que la personne souhaite, ce qui est réalisable aussi et ce qui ne l'est pas. Si la personne me dit j'aimerais bien avoir des tomates dans 2 mois, je vais lui avouer que ça peut être très compliqué. Voilà.
que le but c'est quand même de créer un cycle sur le long terme et de pas être trop pressé. Ouais. Donc voir un peu les besoins de chacun et après c'est exactement ça. Je viens et je crée un potager clé en main. Donc et après avec un suivi sur 3 mois minimum. Moi c'est mon minimum les 3 mois dans le sens où c'est un tarif au mètre carré que tu fais ou ça se passe comment ou oui, on va dire que c'est je le fais au mètre carré et après il y a différents choix en fait dans le sens où on peut utiliser la terre présente mais généralement ça va prendre beaucoup plus de temps à recréer la vie dans le sol ou amener une terre déjà un petit peu plus vivante mais ce qui va coûter un peu plus cher donc c'est en fonction des volontés de chacun. Ça c'est du coup pour les particuliers. Maintenant je suis en train d'essayer de me tourner moi vers une notion un peu plus globale dans le sens où on a énormément de parcs qui sont en train de se créer à droite à gauche et essayer de commencer à travailler avec les mairies pour pourquoi pas installer des petits potagers avec une notion ludique, des petites pancartes, voilà, essayer d'ouvrir un peu cette connaissance à plus de personnes et retrouver des vieilles plantes en fait dont seulement les anciens se rappellent ici en fait qu'ils les consommaient quand ils étaient jeunes mais maintenant ça a été un peu oublié. Ah puis maintenant on veut consommer pas forcément des choses anciennes. Oui. Aujourd'hui, c'est quoi l'accueil du coup que tu as au niveau des mairies sur ce projet de favoriser l'accès en fin de compte au savoir via la présence de. C'est un projet je suis au tout début de ce processus là donc je suis encore dans la prise de contact, les rendez-vous etc donc c'est tout jeune donc pour le moment oui j'ai eu des rendez-vous qui avaient l'air positifs à voir maintenant concrètement ce qui va se réaliser. D'accord. Donc on peut vivre avec ce genre de projet de permaculture. Tu as beaucoup de demandes ? C'est en train d'évoluer. Ouais, c'est en train d'évoluer, mais c'est vrai que c'est pas encore extrêmement connu, extrêmement développé sur le Fénois, mais on est tous d'accord, tous les acteurs un peu qui travaillent là-dedans, on est tous d'accord sur le fait que depuis l'année dernière, depuis les soucis qu'on a eu l'année dernière, c'est quelque chose qui a explosé, qui est en plein boom. Ouais, qui a fait un écho. Et voilà, qui a fait écho et qui est en train d'évoluer. Il faut laisser le temps aux mentalités aussi d'évoluer. Ça prend beaucoup de temps, donc faut savoir être patient. On a reçu donc il y a quelques semaines un producteur de miel qui nous disait aussi l'importance de la diversité, de la biodiversité. C'est une préoccupation pour toi aussi quand tu crées un potager permacole qui est justement de la diversité? La diversité dans le sol, c'est ce qui permet d'avoir un sol vivant. Un sol vivant, c'est un sol qui nourrit. C'est toute l'importance de créer un sol vivant. On s'aperçoit aujourd'hui qu'un sol rempli de champignons, rempli de nématodes, rempli de bactéries, c'est ce qui va nourrir les plantes, c'est ce qui va protéger des maladies, c'est ce qui va faire en sorte que les plantes communiquent entre elles pour se prévenir des pucerons, des maladies, de différentes choses. Et sans cette diversité dans le sol, les plantes à la moindre maladie vont très facilement mourir. On va avoir beaucoup plus de pertes. Elles vont avoir beaucoup plus de mal à pousser. Donc l'importance de la diversité, elle est présente à l'extérieur par les abeilles effectivement, etc. Mais dans le sol, c'est ce qui fait la vie du sol et c'est ce qui fait le fait que les plantes poussent tout simplement. Alors tu disais que tu étais à même de justement fournir cette terre qui est déjà enrichie. C'est une production que tu as ou tu as des fournisseurs qui sont Je travaille avec un acteur, 2 acteurs locaux. Si je sais pas si je peux les nommer, Fénois Bio et le petit potager qui fait voyager, qui ils sont pas agréés bio, mais j'ai vérifié, moi j'ai pu voir leur processus et je travaille avec eux parce qu'effectivement ils ont une belle manière de fonctionner. C'est des gens qui travaillent autour de ça depuis des années, qui sont très professionnels et qui savent réellement ce qu'ils font. D'accord. Donc si les auditeurs sont intéressés par justement l'implantation dans leur jardin de ce potager permacole, ils peuvent te contacter donc via ta page Facebook. On donne ton numéro aussi ou pas, Clément? Mon numéro est sur la page Facebook, oui. On va le dire au cas où les gens n'auraient pas Facebook, ce qui est assez rare à Tahiti, mais néanmoins. Alors Clément, il est joignable au 87 26 47 78 et donc sur sa page Facebook qui s'appelle Potager Permacole. Est-ce que tu as des choses dont on n'aurait pas parlé, un message que tu voudrais passer à nos auditeurs? Non. De respecter, observer encore une fois et
et de faire en sorte que la diversité augmente encore et toujours. Bon, bah écoute, sur ces paroles très sages, on va devoir se quitter. On va remercier donc Clément d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui. On remercie nos auditeurs, toujours aussi fidèles. Partagez, vous retrouverez en replay sur Facebook cette interview. Partagez, invitez. Nous sommes heureux de vous retrouver. On vous souhaite à tous une très belle journée. Nana.